Salut les amis, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque elle concerne la façon dont on peut organiser un festival. Et en cette période de confinement où toutes ces manifestations sont annulées et où quelques-unes d'entre elles malheureusement vont probablement mettre la clé sous la porte, je me suis demandé si c'était le moment opportun. Et puis en fait, je me dis que oui, puisque une fois que toute cette période sera terminée, il va falloir y aller, avoir toutes les bonnes volontés du monde pour réorganiser des manifestations de ce style-là. Cette vidéo-là, elle a été faite bien entendu, elle a été enregistrée bien entendu avant la période de confinement, puisque quand je suis descendu chez mon ami Jackie, donc vous avez vu la vidéo dernièrement, en remontant sur la route, je me suis arrêté chez un autre ami qui est Laurent Bourdier, qui est l'organisateur du Festival du Buis, dont vous avez un des t-shirts qui est là. Et comme on doit normalement, je dis bien normalement et des grands guillemets, avoir fêté la 15e édition cette année du festival, il me paraissait tout à fait légitime pour expliquer justement quelles étaient ces étapes incontournables, les précautions à prendre, tout ça en prenant exemple sur le Festival du Buis, puisque c'est rien ne vaut, rien n'est mieux que d'avoir des exemples à côté qui peuvent illustrer les propos. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile si vous avez l'intention de vous lancer dans des choses comme ça. Et puis bon visionnage et à très bientôt. Salut Laurent. Salut Alain. Je pense que 15 ans sur un festival, ça donne une certaine légitimité pour expliquer un petit peu, si je veux monter un festival, comment ça se présente, quelles sont les démarches, les premières préoccupations, etc. Mais avant ça un petit peu, comment toi c'est venu cette idée, un petit peu saugrenue quand même, d'organiser un festival? T'as commencé par une nuit du blues, voilà. C'est venu comment? Alors, c'est venu, il y avait un terreau derrière, on a créé une asso en 2001, qui avait rien à voir avec une quelconque volonté de monter un festival de blues. C'est juste qu'on voulait animer la commune et proposer des choses, alors en priorité aux gamins. Voilà. Et faire vivre un peu notre commune qui ne compte malgré tout que 190 habitants à peine. Voilà. Et si tu veux, on a fait un certain nombre de choses, des repas communaux, puis petit à petit, on a mis en place des expos. On a mis en place une expo tatouage, on a mis en place une expo TSF, on a mis en place un marché de pays, mais sans aucune volonté à aucun moment de dire, voilà, à terme, à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on monte un festival. Alors moi, mon intérêt perso pour la musique fait que j'avais envie de faire des choses autour de la musique, mais c'était absolument pas destiné à ça. Et puis la musique, elle arrivait un petit peu après. Et ça doit être 2004 ou 2005. On a commencé à faire des choses pour les gamins autour de la musique. Et le premier contact, c'était avec les comparses de Coup de Blues, donc Patrick Sibili et Dom Bruno, qui proposaient quelque chose à l'époque autour de l'histoire du blues. Ils racontaient le blues en musique. Et alors si aujourd'hui il y a plein de gens qui font ça, à l'époque ils n'étaient pas si nombreux. Patrick Verbeek faisait ça, par exemple. Patrick a dû être le premier. Et donc, alors je vais te passer tous les détails parce que sinon il faudrait 2 heures pour en parler. Mais voilà, les Pat et les Dom sont arrivés chez nous. On fait le spectacle pour les gamins qui s'est formidablement bien passé. On avait prolongé le soir sous la neige dans un concert à l'église.
Et puis on s'est dit, et eux et moi, que ce serait dommage de s'arrêter là, et puis qu'a priori on pourrait essayer de monter quelque chose autour de la musique. Et puis voilà comment est née l'idée du festival. Alors on a appelé ça festival, c'est vrai que c'était sûrement un peu prétentieux à l'époque. Et puis voilà, on s'est retrouvé à 200 ou 300, je sais plus les chiffres, et on s'est dit, allez banco, on continue. Donc il n'y a eu aucune espèce de volonté, aucun d'entre nous n'était dans le domaine du spectacle, avait organisé des choses. On n'a pas de salle au Buis, la seule salle qu'on ait c'est l'église où depuis 2008 ou 2009 on organise des choses, puisqu'on a fait venir Nina Attal à l'époque où Nina elle jouait toute seule avec Philippe Devant, dans un registre très très confiné, et puis voilà, très très acoustique. Puis Ronan on l'a découvert dans l'église, et puis Don Tyler Watson était venu aussi avec Paul Deslauriers dans l'église, enfin voilà. Et de fil en aiguille, ce festival a tranquillement grossi, mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une espèce de volonté d'en faire quelque chose d'énorme. Aujourd'hui on a trouvé un modèle économique, en termes de programmation, qui fait que sur 4 jours on est sûrement dans dans ce qu'on sait faire le mieux, et surtout dans ce qu'on peut faire, et la volonté d'aller satelliser aussi sur d'autres communes, c'est histoire de dire d'impliquer d'autres assos des communes voisines, et puis ça nous permet surtout le BBF canal historique, c'est-à-dire les gens qui ont monté le festival sur le Buis au départ. Aucun d'entre nous ne souhaiterait et ne pourrait être présent 4 soirs de suite sur le Buis. C'est juste impossible. Donc ça a été une bonne façon de faire grossir le festival, tout en le maintenant dans une configuration qu'on contrôle, et surtout en impliquant des assos locales. On a fait grossir le nombre de bénévoles impliqués, sans que ça fasse une surcharge de travail aux uns ou aux autres. Si moi demain je veux monter un festival ou quelque chose d'approchant, la première démarche c'est plutôt de monter la sauce. Moi je crois, il faut avoir un terreau de gens, un noyau dur qui vont avoir envie de faire des choses. Voilà. D'animer leur village, alors leur quartier si on a envie, si on a un milieu urbain, on s'en fout. Après, je pense qu'effectivement le milieu urbain peut être transposable sur un quartier, à ce qu'on est nous dans notre campagne limousine, et que les gens aient envie de partager et de faire des trucs avec leurs concitoyens, avec leurs potes, etc. Alors après, moi je crois au temps, malgré tout, d'installation des choses, et aux fondations. C'est-à-dire qu'il faut faire un truc. On bâtit pas une baraque sur 2 piliers branlants ou 3 piliers branlants. Voilà. Il faut vraiment que ce soit qu'il y ait une volonté de faire quelque chose à moyen ou à long terme. Et puis après, on se constitue un réseau et de musiciens et de techniciens et de gens qui vont devenir qui vont donner une crédibilité au tout. Après, la recette magique, je pense qu'il faut vraiment trouver, en fonction du lieu sur lequel on s'implante, il faut trouver la recette qui va bien au lieu en question, quoi. Donc du coup, on va dire première étape, donc créer une assoce avec des gens, il faut des gens proches évidemment, avec qui tu puisses avoir vraiment toute confiance. Derrière, je suppose que tu vas ouvrir, tu as un compte en banque spécifique à ouvrir. Une asso, création d'asso à la sous-préfecture, l'association d'intérêt général. Voilà, loi 1901. La mairie, derrière, aussi. Faut vraiment que la municipalité soit partie prenante. Parce que sinon c'est très compliqué, surtout dans des villages comme le nôtre. Le bureau aussi, c'est compliqué de toute façon. Mais le bureau de l'association, c'est ce que je te disais en off. Aujourd'hui, les 2 tiers, si c'est pas un peu plus, sont au conseil municipal. Voilà, ça veut dire que forcément à 180 personnes, c'est un peu toujours les mêmes qui vont impulser. Alors ça veut pas dire que les autres sont contre, mais il n'empêche qu'il faut à un moment des gens qui vont impulser, qui vont mener, et globalement la population derrière suit. Quand les gens voient que c'est bon enfant, que ça dénature pas leur village,
qu'ils ont des retours positifs et ils sont vachement fiers quand on leur dit ben regardez, ouais votre village c'est vachement bien, le but on connaissait pas, la région est vachement... Et c'est aussi je pense une certaine fierté pour les gens qui alors pour le coup étaient à 10 000 lieues d'imaginer le joyeux bordel qu'on pourrait leur mettre en place. Voilà. Donc on a monté la sauce, on a ouvert un compte en banque, on a contact avec la mairie qui est facilitateur. Une salle éventuellement, ou qui te permet de monter une scène au milieu d'un village. Voilà. Oui, mais qui bloque effectivement, arrêté municipal pour bloquer la circulation, le matériel. C'est-à-dire que là, derrière, l'échelon supérieur, c'est la communauté de communes, qui aussi va nous prêter du matériel. C'est aussi faire appel aux communes alentours, qui vont nous prêter des bandes, des tables, etc. Et effectivement, après, derrière, travailler en réseau, comme on le fait aujourd'hui, en impliquant 4 villages, ça veut dire que ça implique les employés municipaux, ça implique les autres municipalités, etc. Donc je pense qu'au-delà de simplement aller demander, derrière les municipalités, elles deviennent aussi actrices de ce truc-là. Et elles y trouvent leur compte parce que c'est une belle communication autour de la vie communale, etc. Mais donc échelon municipal, échelon communal, et puis après, faut aller gratter, aller convaincre au niveau public et au niveau privé. Aujourd'hui, nous au BBF, on a une espèce d'équilibre. Voilà, qui fait que la région de Nouvelle-Aquitaine nous soutient durablement, mais nous soutenait pas les 2 ou 3 premières années parce qu'ils avaient tout simplement des règles de fonctionnement qui nécessitaient que, par exemple, pour subventionner un festival, il fallait être au moins sur 2 jours. Ou sur 3 jours à l'époque, et les règles ont un peu changé, et effectivement quand on est né, on répondait pas à ces critères-là. Idem pour le conseil général, qui est devenu le conseil départemental aujourd'hui. Voilà pour le public. Alors sachant qu'aujourd'hui on a des conventions avec les autres municipalités sur lesquelles on rayonne, et qu'il y a ces fameux fonds européens qui n'ont pas été sans nous. Je voulais venir, c'était un petit peu plus loin, mais vas-y, puisqu'on est. Mais parce que tu vois, au niveau des strates, il y a une vraie logique, sauf que pour bénéficier de ces fonds européens, faut les déposer. Le dossier est à déposer auprès de la Comcom, c'est quand même un truc très très administratif, très très structuré. Alors certes, Dieu sait qu'on a pesté, qu'on a failli que déposer une demande auprès pour ces fonds européens. Ça a failli nous tuer entre guillemets parce qu'on avait prévisionné les sous qui étaient censés rentrer. Voilà, qu'aujourd'hui c'est réglé ou quasiment réglé, et que c'est vrai que ça nous a donné de l'air et ça nous permet de voir à une échéance plus ou moins à moyen terme. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est que si on n'avait pas été extrêmement raisonnable en termes de trésorerie, et si on avait compté que sur ça, on serait mort aujourd'hui. Donc fonds public, juste par rapport à ça, pour finir, et derrière, aller convaincre des privés aussi, parce que pour le coup, c'est pas neutre du tout. On est plus d'une dizaine de milliers d'euros de privés qui nous soutiennent. Mais qui trouvent, parce qu'ils nous soutiennent depuis quasiment le début, et qui nous donnent des sommes pour le coup conséquentes. On parle de sommes entre 500 et 2500 euros. Donc alors certes, c'est défiscalisé partiellement, mais il n'empêche que s'ils continuent à associer leur image au Blues Festival, c'est que derrière on véhicule une image positive, familiale, festive, etc., qui fait que eux, parce que pour la plupart c'est des entreprises locales, on est sur un rayon de 30 ou 45 km, et qu'ils y trouvent un vrai intérêt, Donc pour aller chercher ces fonds, je suppose qu'il faut que tu présentes un budget prévisionnel. Oui, un petit peu. Alors voilà, Donc tu commences par quoi? Tu commences par aller par te faire une idée de ta programmation, et en fonction de ça, tu as le montant des cachets et tu... écoute, c'est tellement
Enfin, je suis tenté. Aujourd'hui, on reproduit un modèle. Pour quelqu'un qui débute. Pour quelqu'un qui débute, vraiment. On se posait même pas ces questions. Ouais. Je serais malhonnête de te dire. On était sur voir combien on pouvait dépenser. Ouais. Si on pouvait boucler avec la buvette, la restauration, etc. Et le reste s'est construit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est sur un modèle où le cachet artistique, c'est à peu près un quart de nos dépenses. Voilà. On est entre 15 et 17 000 euros, donc on est sur un quart de nos dépenses. Tout le volet technique, on est sur un peu moins, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe technique du tonnerre qui en fait est bénévole, voilà, et à qui, enfin, les indemnités qu'on leur verse sont des indemnités par rapport à la location du matériel du déplacement, mais ils sont bénévoles au même titre que toi et moi, je suis tenté de dire. Et après, alors c'est aujourd'hui de l'investissement sur la sécurité, ça peut paraître voilà, tout bête, mais faire en sorte aussi que ça se passe bien et qu'il y ait des gens dont c'est le métier qui gèrent ce flux de personnes, parce que quand il y a 1500 ou 1600 ou 1700 personnes, l'air de rien, mais c'est toujours, même si c'est un public très bon enfant, il peut y avoir des débordements. C'est aussi, alors moi ce que j'appelle, on a une ligne communication, mais la ligne communication c'est les t-shirts qu'on récupère pour les bénévoles, c'est 250 t-shirts, c'est les verres consignés, c'est l'affiche, c'est tous les supports en fait de communication qu'on met en place, et c'est pas 20% du budget mais quasiment, donc c'est quand même important. Oui. Aujourd'hui c'est conséquent. Je pense que c'est conséquent par rapport à, enfin, si je vois le modèle d'un certain nombre d'autres festivals, par rapport au cachet artistique, c'est pas autant, mais il n'empêche que ça a une part plus conséquente que ça peut avoir dans d'autres festivals. Alors est-ce que c'est nous qui avons une part plus conséquente ou qui avons une part de cachet artistique moins importante? Je penche plutôt pour la deuxième solution, parce qu'on a toujours fait très très attention de pas céder à l'inflation et à la tentation de vouloir à tout prix telle ou telle tête d'affiche, alors qu'on sait qu'au but les gens viennent pas pour une tête d'affiche. Ça veut dire qu'au départ, pour quelqu'un qui débute, il faut qu'il arrive à cibler un certain type de public. Parce que sur une toute première édition, par exemple, pour faire venir du monde, il va te falloir quand même un nom à présenter. Écoute, je sais pas. Nous, on n'a jamais présenté de nom. Alors, on est peut-être atypique dans le panorama. On n'a jamais rameuté du public sur un nom, je crois pas. Alors après, évidemment, quand on en faisait la promotion, quand Nina Van Horn est venue, ça devait être en 2007 ou 2008. Nina, elle avait quand même une petite réputation vraie réputation sur la scène blues. Elle nous avait proposé 2 spectacles différents. Et ça, je pense que aussi ça avait eu un vrai impact, c'est-à-dire qu'elle proposait quelque chose le vendredi sur les fans du blues et son spectacle normal entre guillemets le samedi soir. Encore une fois, je crois pas que nous on se soit construit, si tu veux, en mettant en avant des noms d'artistes. Le public qui est venu au Buis est venu au départ public local parce qu'il y avait une fête de village, entre guillemets. C'était une grosse fête de village. Et derrière, ils sont revenus parce que ça leur a bien plu. Derrière, ils sont revenus parce qu'ils ont découvert en fait un registre musical qu'ils ont trouvé plutôt intéressant, où il y avait plein de palettes différentes. Et au fur et à mesure, on a aussi rameuté derrière un public d'aficionados qui eux courent tous les festivals et qui aujourd'hui, moi que j'évalue à un bon tiers, voire un peu plus, sur le festival qu'on a sur les 4 jours. Il y a vraiment un public local qui vient parce que c'est le Buis, parce que c'est ambiance festive, etc., qui viennent avec leurs gamins. Et encore une fois, un certain nombre et dans le public local et auprès des bénévoles qui sont devenus de vrais amateurs de cette musique-là et qui n'y connaissaient rien. Mais parce que depuis le départ, je pense qu'on leur a proposé des trucs de qualité. D'accord. Et derrière, on a rameuté un public beaucoup plus spécialiste ou connaisseur. Mais enfin, encore une fois, il n'y a jamais eu de vraie volonté de dire quel public il faut qu'on rameute
ou qu'on attire pour que ça puisse durer. C'est plutôt, on a beaucoup plus travaillé sur qu'est-ce qu'on peut offrir comme service au public, etc. Qui fait que les gens vont avoir envie de venir et de revenir chez nous. D'accord. Tu vois, c'est un peu dans le sens inverse. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se différencier, c'est compliqué, quoi. Soit on propose un lieu atypique, soit on tape fort d'entrée en proposant effectivement des choses qu'on ne voit pas ailleurs, mais qu'il va falloir payer. Ouais. Et donc pour équilibrer, ça va être compliqué. On est là encore, nous, sur un modèle très très atypique où on est sur 2 soirs gratuits le jeudi et le vendredi, ou entrée libre, mais si les gens veulent rien donner, ils donnent rien. À 10 balles le mercredi soir pour un concert. 15 euros cette année, on passe à 15. Alors ça va probablement faire râler quelques-uns, mais enfin bon. 15 euros pour 4 groupes. Pour 4 groupes, plus tout ce qu'il y a autour, plus la Voilà, je pense que ça passera assez bien. Donc on est assez atypique. Je pense que, alors j'y suis jamais allé, malheureusement. La distance et la période à laquelle ça se passe a fait qu'on n'a jamais pu y aller. Peut-être qu'un des festoches, dont on se rapproche le plus, ce serait Crazy Blues, qui a construit en fait le festival avec cette volonté forte d'implanter de la musique, d'aller dans les villages de montagne, de basse ou de haute moyenne montagne dans le Grégivaudan, et qui joue plus sur ça, sur l'accueil qui va leur être réservé, que sur la programmation. Alors eux en plus ont ce qu'on n'a pas, à savoir masterclass, etc. Ils ont beaucoup développé ce truc-là. Ce qui est très bien parce que du coup ça leur donne une patte particulière. Peut-être que c'est que tu vois avec le temps aujourd'hui et en regardant de près ce qu'ils font depuis longtemps, on se rapproche pas mal de ce qu'ils font. Blues au château aussi peut-être parce que Blues au château, le projet de départ, il est né de la volonté de rénovation de vieux bâtiments. D'un château qui tombait en ruine et d'un projet de reconstruction et un projet participatif. Et la musique est venue en fait après, mais c'était la cerise sur le gâteau. Et je suis tenté de dire que nous c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas un festival pour mettre de la musique, c'est un projet associatif ou communal qui a dérivé vers un festival. Et ça, c'est un modèle qui est difficile à transposer parce qu'il est très lié en fait à ce qu'on trouve sur place. Localement, oui. Et en province, là par exemple, c'est le type d'organisation qui est quasiment impossible à avoir en urbain. Voilà, moi je pense que c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué si tu veux. C'est beaucoup plus compliqué parce que nous, toi qui connais bien le festival, tu fais 5 km, tu es en entière, c'est un autre village, mais du coup il y a aussi une autre logistique à mettre en place, mais aussi des moyens supplémentaires parce que c'est un autre village, et puis Moriofa qui est à 10 km c'est encore autre chose, et puis Chamboret qui est à 10 aussi. C'est vrai que quand tu es en milieu urbain ou périurbain, 10 km tu es dans la même ville, tu restes dans la même ville. Puis le public en urbain a beaucoup plus de mal à se déplacer. Alors, oui, puis une offre culturelle qui est certainement plus importante. Nous les gens, effectivement, à la campagne, ils sont demandeurs parce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, c'est pour ça que je parlais de fête du village. Et pour moi, c'est absolument pas péjoratif. Oui, bien sûr. Fête du village peut être... on peut proposer des choses de qualité. C'est plus par rapport à l'esprit qui l'anime, quoi. Et l'idée de rassembler les gens et les populations, quel que soit leur milieu, quel que soit leur âge, leur milieu socio-professionnel et leur origine. Administrativement, t'as des choses incontournables du style des déclarations quelque part. Déclarations en préfecture. Des assurances à prendre, L'assaut est assuré. C'est une assurance spécifique ou... Alors, qui a évolué qui a évolué au fil du temps, et au fil du temps que effectivement le festival a grossi aussi. On a été obligé de revoir, de revoir les différents risques contre lesquels on était assuré. Si pour une raison X ou Y, comme c'est malheureusement arrivé à Bagnols par exemple, des conditions atmosphériques désastreuses pendant 2 ans,
T'as une année où t'es mais complètement dans le rouge. Ouais. C'est l'assurance qui va prendre en charge le paiement, par exemple, des fournisseurs, des cachets. Ça dépend des conditions météo. Tu as des règles. Ouais. Tu as des règles très strictes par rapport à ça. Le vent au-delà de 95 km/h, je crois, ou je sais pas trop quoi. Tu as un arrêté préfectoral, tu as ce genre de choses-là. Okay. Alors, soit l'assurance prend en charge, et auquel cas, voilà, bon, ça déçoit tout le monde, mais il n'empêche que financièrement, il n'y a pas de répercussions négatives. Soit on est entre les deux, et du coup, on a la moitié de l'affluence. Et aujourd'hui, avec ces fonds FEADER régularisés, etc., et encore une fois, parce qu'on a un modèle économique qui fait qu'on ne gagnera jamais beaucoup d'argent. Ouais. On en a toujours gagné jusque-là, mais jamais beaucoup, et qu'on ne peut pas en perdre beaucoup non plus, parce qu'on n'investisse pas des sommes déraisonnables. Donc si une année, vraiment, c'était la catastrophe absolue, je pense qu'on survivrait. On survivrait à une année de catastrophe et de non-tenue du festival, si tant est que l'assurance, effectivement, ne puisse pas être activée parce que ça ne répond pas aux normes de vent, de vitesse de vent, de flotte, enfin, etc., ou de déclaration en préfecture. Pour le reste, voilà, je pense qu'une année, aujourd'hui, on pourrait assurer. Après, on pourrait assurer une année, on n'assurerait pas 2 années de suite où ça se casse la gueule. Voilà. Donc d'où l'importance, je reviens sur un premier festival sur une salle en urbain, par exemple, avec une première édition avec un déficit monstrueux de public. Ça veut dire l'importance d'avoir au départ donc une programmation plutôt raisonnée. Oui, d'avoir une programmation raisonnée. De ne pas voir trop grand tout de suite. Il y a un exemple que je prends. Alors il pourrait y en avoir plein d'autres, mais parce qu'on les connaît bien, c'est des copains et qui sont bénévoles au festoche et qu'on va chez eux. Aujourd'hui, le bar, clairement, a pu s'installer de façon pérenne, j'espère, comme un festival important de la scène blues, parce qu'il y avait tout le travail qui a été fait avant par le temps des crises. Clairement. Et aujourd'hui, le temps des crises programme des gens qui n'auraient pas pu programmer il y a 7 ou 8 ans. Je pense que l'intelligence, ça a été de construire la fidélisation du public, de montrer que ça pouvait marcher, et de monter en puissance et en gamme. Voilà, typiquement. Alors après, là encore, c'est un modèle que nous, on n'aurait pas pu mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas programmer à l'église tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc, c'est là où j'en reviens. C'est pour ça que c'est difficile de donner un modèle définitif. Typiquement, le temps des crises, le bar, voilà un modèle qui, compte tenu de ce qu'ils avaient, a permis derrière de créer le festoche. Parce qu'ils sont partis. Moi j'appelle ça un terreau, on appelle ça. Alors, pourquoi? Parce qu'on a la campagne et que là, le terreau c'est important. À la campagne et ailleurs, mais le terreau c'est important. Ils ont entretenu et fertilisé un terreau, mais sur quelque chose qui au départ était extrêmement modeste, une bande de potes qui voulaient se faire plaisir. Voilà. Et au fur et à mesure, ils se sont pris au jeu et grand bien leur en a fait. Et du coup, ils ont acquis une légitimité qui leur a permis et leur permet aujourd'hui d'attirer des groupes qui ne seraient pas venus chez eux il y a 5 ans, c'est à peu près sûr. Ou en tout cas, qu'ils n'auraient pas pu s'offrir. Voilà. Je reviens un peu au financement. Il y a des aides à première vue qui ont l'air d'être compliquées, enfin d'après ce que j'entends, qui ont l'air d'être un peu compliquées des fois à trouver. C'est la SACEM, la Spedidam par exemple. Alors Spedidam on n'a jamais eu. D'accord. Spedidam on n'a jamais eu et SACEM on a depuis 7 ou 8 ans. Parce qu'on a toujours on a toujours joué le jeu au niveau de la SACEM, à déclarer toutes les dates qu'on faisait. Donc on a auprès d'eux acquis une crédibilité en disant voilà, on sait ce à quoi ce qu'on doit à la SACEM et derrière voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? Alors les premiers temps la SACEM
un peu comme la région, on ne pouvait pas y avoir droit, puisqu'on ne remplissait pas les critères qui étaient de 2 ou 3 jours, je crois. Enfin, nous, la SACEM fait partie de ces institutions qui nous accompagnent, alors pas depuis le départ, parce qu'on ne pouvait pas y avoir droit, mais qui nous accompagnent depuis 7-8 ans, et il y a un soutien fort. Les 3 dernières années, écoute, si je ne m'abuse, systématiquement le directeur régional de la SACEM est venu sur le festival. Comment côté programmation maintenant, on en a discuté tout à l'heure à table, mais tu vas chercher les contacts, ce sont les tourneurs qui t'appellent. Bon, maintenant, au bout de 15 ans, j'imagine que les artistes se portent eux-mêmes volontaires, mais, alors, oui. mais sur tes premières éditions, par exemple. Alors, sur les premières éditions, je t'ai raconté les 2 premières. Voilà. Ouais. C'était Dom Bruno et Sibili et Sib. Donc, l'année d'après, nous ont conseillé. Donc, Chang, par exemple, Mr. Chang Samuel est venu. On l'a fait revenir l'année d'après, où il a accompagné Longe, par exemple. Les Blues Power Band à l'époque, ça devait être un contact, c'est eux qui m'avaient sollicité, peut-être bien. Il est bien évident que si tu veux, entre le nombre de coups de fil que j'ai pu passer au départ pour solliciter des gens et ceux que je passe aujourd'hui, alors coups de fil ou mail, hein, ben ça s'est inversé. Ça s'est complètement Forcément. inversé. Et aujourd'hui, voilà, enfin. Alors je gratte, j'écoute plein de trucs, donc je continue à être curieux. Il y a des choses qui continuent à me claquer de temps en temps. Je trouve des choses en me disant putain, ça correspondrait plein dans le mille à la programmation du Buis. Alors il y a aussi des choses que j'adore, et comme je te disais tout à l'heure, de toute façon je sais qu'on ne pourra pas se les offrir. Voilà, j'adorerais faire Warren Hines, mais je pense que ça ce serait probablement un peu compliqué en termes de tarifs en tout cas. Voilà un type. Mon seul regret aujourd'hui musicalement de quelqu'un que je pense on aurait pu accrocher à notre table de chasse et qu'on n'a pas pu faire, c'est Calvin Blossom. C'est le seul regret. Voilà. Mais à part ça, après, je reçois des wagons et des wagons de propositions. Il y a quelques tourneurs avec lesquels on travaille de façon régulière. Voilà. C'est On the Road Again, évidemment, toute l'équipe d'Aurélie. C'est Teenage Head Music, qui est basé en Belgique, où là, c'est un peu plus rock'n'roll, donc c'est dans les trucs qui me parlent, moi, un peu plus. Et puis après, il y a les choses qu'on peut voir chez les copains. Oui. Voilà. Ce sera le cas cette année de 2 formations qu'on a vues chez les copains, même s'il y en a une qu'on avait vue avant, dans des festivals habillés. Voilà, qu'on découvre, qu'on attend de voir sur scène pour voir ce que ça donne. C'est des trucs qu'on connaissait absolument pas pour le deuxième cas, et là où on prend une calotte en se disant ça faut qu'on le fasse chez nous. Et après, alors la prog, je sais qu'on a souvent discuté avec JP et avec d'autres, avec Pat le cacheur à Ben Blues. En termes de programmation, je suis pour la dictature participative. C'est-à-dire c'est moi qui décide, j'en parle aux copains, et je vois si ça... Non mais on déconne là-dessus. Oui. Mais c'est vrai que je me dis, plus on multiplie, des fois je suis pas toujours d'accord avec moi-même, voilà, et donc c'est un peu compliqué. Après, alors si, évidemment il y a un proche en particulier qui me balance, voilà. Je vois si tu parles. Voilà, Pascal, pour ne pas le citer, qui me balance plein de choses. Qui me plaisent ou qui me plaisent pas, d'ailleurs, et que des fois je sais qu'on pourrait faire chez nous, et d'autres fois qui sont complètement décalés, ou qu'en tout cas moi me parle. C'est là aussi te donner une recette. En tout cas, je ne veux pas, je voudrais pas que les gens viennent au Buis et qu'ils en repartent en disant putain, on a vu des trucs vachement bien, mais dans le même registre du mercredi soir au samedi soir. Oui, voilà. Okay. Oui. Je refuse ça. Je refuse ça. Alors, cette année encore,
Il va y avoir des trucs que certains qualifieront de pas blues du tout. Voilà. Moi je m'en fous, parce que je trouve que c'est une approche extrêmement originale, intéressante et différente. Il y a des trucs qui vont être effectivement un peu plus rock'n'roll. Il y a des choses qui vont être très blues et très, très classiques dans l'approche. Il y a pas de... Ouais, je reste ouvert, et quand on regarde la prog du Buis, du BVF depuis le départ, écoute, je pense que du rockab avec les Hot Chicken, au rock sudiste avec les Robert John and the Wreck, au blues dans tout ce qu'il a de plus traditionnel avec Ronan et plein d'autres, au Chicago avec les Awek, un truc un peu plus rural avec les Cotton Bellies, au pub rock avec les Shaggy. Enfin, tu vois, on est passé dans plein de trucs. Et enfin, là quoi, il faut que les gens, les quelques hystériques et intégristes là, qui croient savoir ce qu'est le blues, ils relisent le truc de Muddy Waters qui disait que voilà quoi, le blues c'est les racines et tout le reste c'est les enfants du blues et le rock et le rockab et que donc moi ça me plaît justement d'aller piquer des fruits qui sont pas forcément tout à fait les racines, ou en tout cas telles que ça se jouait dans les années 30. Mais je trouve entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien programmer des groupes scandinaves, même si on n'aura pas cette année, tu vois, donc je me contredis, mais parce que je trouve qu'ils ont une approche du blues qui lui apporte un truc voilà, qui le régénère. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est-à-dire que c'est juste une approche différente. C'est juste une approche différente. Toujours dans le côté réglementation, j'ai vu que pour alors c'est peut-être spécifique, mais je pense au fait que ce soit une scène extérieure qui est montée. Je ne sais pas si en salle il y a la même chose, mais tu as une commission de contrôle qui passe. Oui, alors on fait certifier la scène, mais c'est pas vieux. Hein. Là encore, on n'était pas dans les règles jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, 5-6 ans de ça, où on fait certifier la scène tous les ans. Voilà. C'est DECRA, là, en l'occurrence, voilà, et qui viennent vérifier que tous les boulons, les machins, voilà, que ça répond aux normes de sécurité. D'accord. Ouais. C'est super important par rapport à l'assurance, je suppose. Oui, alors, alors tu parlais de l'assurance, si de toute façon demain il y avait un pépin, il y avait quoi que ce soit, ils nous demanderaient de toute façon, c'est le genre de document, à mon avis, qui nous serait demandé. Depuis l'an dernier, on a installé 5 ou 6 extincteurs sur le site. C'est un truc qu'on ne faisait pas jusque-là. Voilà. Alors, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses aussi sur lesquelles, à un moment, une commission de sécurité peut nous emmerder, ou en cas de pépin où on peut être embêté. La chaîne du froid, il y a un camion frigorifique, etc. Donc ça, la chaîne du froid, pour tout ce qui est bouffe, est respectée. Mais il y a probablement encore un certain nombre de choses, si tu veux, où on n'est pas complètement dans les clous. Tu vas peut-être découvrir au fur et à mesure. Ou... Mais ça, je suis tenté de dire encore une fois, quoi, où de bonne foi, tous les ans, on professionnalise, on essaie de mettre en place un maximum de choses. Alors sur les poubelles, par exemple, alors même si c'est pas une histoire de sécurité, mais il n'empêche qu'il y a un vrai effort qui est fait tous les ans pour que le service au public soit le meilleur possible, et que derrière il y a aussi cette volonté, sans être écolo et obsédé par l'écologie à tout prix, mais bon, de proposer des choses qui sont recyclables, qu'on va pouvoir trier, enfin, etc. Parce que c'est important, aussi. Au niveau, je reviens sur la SACEM, si tu as un groupe qui fait que de la compo, et un autre qui va faire que du tribute. Je pense par exemple chez Dominique, sur le bar, il y avait un tribute Freddie King. Oui, Same Player Should Again. C'était génial d'ailleurs. Qui est très très bien. Alors c'est rigolo que tu me les mentionnes. Vas-y, je te laisse finir. Par rapport à la SACEM, tu as une différence au niveau de la déclaration ou pas? Alors je peux pas te dire, parce qu'on n'a jamais... on n'a jamais programmé de tribute, on n'en programmera pas. C'est rigolo parce qu'on est en contact avec les gars de Same Player Should Again,
qui font vraiment, voilà, c'est un super truc. Ah, c'est un super, sauf que moi, je leur ai toujours répondu qu'on privilégiait effectivement les groupes qui faisaient, alors pas exclusivement de la compo, parce que à un moment ou un autre, une reprise sur un set ou deux, il y en a toujours. Mais pour revenir aux questions de programmation dont on parlait tout à l'heure, ça, pour moi, c'est une règle absolue. C'est-à-dire qu'on essaie de proposer des gens qui créent et qui vont être, alors je ne sais pas si c'est dans l'originalité, mais qui en tout cas ont une vraie démarche de composition. Donc Tribute, on n'en a jamais eu, je ne peux pas te dire si au niveau de la SACEM, je pense que ça doit être déclaré de la même façon. Pour les autres, moi je demande à tous les groupes une setlist. Oui. Alors certains ont un numéro SACEM qui correspond en fait à une setlist. Les autres, alors c'est plus ou moins artisanal, selon les artistes, et voilà, me renvoient leur setlist avec la mention des compositeurs, des auteurs-compositeurs, si c'est eux, ou d'autres si c'est des reprises. Et alors après, la SACEM fait sa tambouille, alors ça fait partie effectivement de ces calculs que certains voient comme un peu opaques, qui fait que derrière, ça va permettre aux groupes, aux artistes, d'être rétribués parce qu'ils ont joué ce titre ou ce titre-là. Alors, ceux dont les titres sont repris, je suis dans l'incapacité totale de te dire comment eux sont rémunérés, comment c'est pris en compte. Je ne sais pas du tout. Comment tu organises une billetterie, par exemple? En dehors, je parle de la billetterie locale, c'est-à-dire du gars qui vient, qui est en vacances, qui se dit tiens, il y a un festoche, je vais aller chercher un billet. Je prends mon billet sur place. Voilà. Tu as une billetterie internet, tu as des sites spécialisés là-dedans. Aujourd'hui, nous, donc pendant les 2 dernières années, ça a toujours été la billetterie sur place. D'accord. Voilà. Donc les gens venaient, prenaient leur billet sur place. Depuis qu'on est passé à 4 jours, donc avec une soirée le mercredi soir, et une soirée pour le coup contingentée, à 200 ou 250 personnes, avec un repas, alors pas obligatoirement, mais en tout cas, puisque le nombre de repas, on était obligé d'avoir les décomptes avant, donc on a décidé, c'était par téléphone. Voilà. La première année en Basac, ça a été géré par la mairie, qui prenait les appels, les réservations, alors qu'elles soient double repas-concert ou juste concert. L'an dernier, on a fait la même chose, je parle du mercredi soir, en Antia. Alors, on a fait la même chose, c'était pas la commune, je dis une bêtise, mais c'était un numéro privé, c'est Guy qui s'est occupé de ça, et on laissait la possibilité pour le samedi soir, aux gens de prendre leur place à l'office de tourisme en Basac, d'envoyer leur chèque, d'aller sur place, etc. On a vendu 20 ou 30 billets, je crois, à peu près. Donc quand on sait qu'il y a plus de 1100 entrées payantes le samedi soir, on peut se dire que bon, c'est intéressant malgré tout, parce que ça permettait aux gens d'aller à l'office de tourisme, de se renseigner auprès de l'hôtel, d'aller chercher leur place. Enfin, dans une démarche de promotion et de communication du territoire, c'était intéressant. Pour la première fois cette année, on va bosser avec notre banque, le Crédit Mutuel en l'occurrence, et mettre en place une appli. Ils ont tout un système d'application pour les associations où les gens vont pouvoir aller prendre leurs billets, payer directement et réserver leurs billets. Parce que c'est une question qui depuis 3-4 ans nous est posée de façon récurrente, et les gens aiment bien avoir leurs billets avant, etc. Voilà, donc ça, on met ça en place à la fois pour les adhésions à l'association et pour la billetterie mercredi soir et samedi soir. Mais il y aura 2 applis différentes, une pour le mercredi puisqu'il y aura les repas, enfin le double ticket entre guillemets, ou le ticket simple pour la réservation du concert, et le samedi. Voilà, donc pour la première année, on ne le fera pas sur notre site internet qu'on a refait l'an dernier et qui répond entièrement à nos attentes. Il y aura juste un lien en fait depuis le site internet, c'est-à-dire pour réserver vos billets, clac, cliquez, et derrière ça les renverra vers une appli web, alors avec les logos du BBF, etc. Mais le principe reste une appli web gérée par le Crédit Mutuel, mais qui nous permettra d'avoir un suivi avec un fichier Excel et qui a commandé, d'avoir quelques renseignements en plus sur les gens qui auront réservé
par l'appli. Et ça peut être intéressant, parce que derrière, on peut les intégrer à la newsletter s'ils sont d'accord, évidemment. Oui. Donc ça va nous servir dans plusieurs registres, si tu veux. Ok. Voilà. Tu viens de parler de logo. C'est important aussi d'avoir une identité visuelle. Oui. Moi, j'en suis convaincu depuis le départ. Alors, Jackie, à qui tu as rendu visite il y a pas longtemps, a fait partie de ceux, enfin, a été le premier à donner une identité visuelle au BBF, voilà, au tout début. C'est Jackie et qui pendant 10 ans. Hein. Alors après, moi, j'ai souhaité qu'on puisse évoluer. Alors non pas parce que Jackie est évidemment encore aujourd'hui un des personnages importants du festival, mais je trouve que c'était bien aussi qu'on évolue. Le festival, le public du festival a évolué, a grossi, et c'était bien de mettre, enfin, tout ce volet comme visuel promotionnel, qui est une espèce de cohérence, si tu veux, sur l'ensemble des supports. Le site internet, tout ça, c'était une même volonté d'avoir quelque chose où des visuels que les gens reconnaissent immédiatement. Rien de bien compliqué, hein. Le Blues Festival, un feed de Jack, mais il n'empêche qu'on va... Alors après, on peut le décliner. L'avantage d'un logo hyper simple, c'est qu'il va pouvoir être décliné de façon, plusieurs façons. Mais encore une fois, c'est pas forcément un truc évident. Je le vois bien sur les t-shirts, sur tout le volet merch. J'ai pas l'impression qu'on soit forcément super bon. En tout cas, sur le merch, ce qui a le mieux marché, c'était les visuels qui n'étaient pas trop typés. Voilà. Où la mention BBF était juste discrète, mais où il y avait un truc, ce que nous avait Mitch il y a 2-3 ans, le visage, le truc avec les lunettes, le BBF Legend, voilà. Là, c'est l'idée. C'est ce qu'on veut essayer de faire, justement. Tu verras sur le visuel de cette année, et on veut vraiment reprendre cette identité visuelle, le Blues Festival, avec ce lettrage qu'on a trouvé bien sympa. C'est deux Jack, et qui vont être déclinés de différentes façons, mais qui permettront aux gens, il n'empêche, de le reconnaître. Là-dessus, je trouve que, alors pareil, hein, et pas parce que c'est des copains, Ben Blues ont fait un vrai boulot ces dernières années, et il y a une vraie identité visuelle. Et c'est assez rigolo parce que cette identité visuelle, elle est aussi très liée aujourd'hui au fait, ils sont aussi jeunes que nous, aussi vieux que nous, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, puisqu'ils doivent avoir, là c'est la 14e je crois pour eux, mais on se suit depuis le départ. Ils ont aussi aujourd'hui, pour moi, qui suis un fidèle, ils ont aussi une identité musicale. Oui, ah oui, complètement. Tu vois, et donc du coup, je trouve que c'est très lié. C'est-à-dire qu'ils se sont fait aujourd'hui une réputation de qualité et de crédibilité, et en parallèle, cette identité visuelle, elle, moi, je pense qu'elle vient naturellement à un moment. Voilà. Alors, ils ont une identité visuelle qui, je pense, conviendrait pas au buis. Mais ils sont aussi sur un registre différent et sur une réalité locale et sur un projet qui est différent du nôtre. Super. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, alors ça encore une fois, je ne veux surtout pas comparer, mais ces deux festivals, pour ne citer que ces deux-là, ils ont une identité. Point. Et elle se traduit dans le volet visuel, dans le volet musical, et voilà, et les gens, quand ils parlent de Ben Blues, ils sont capables d'associer à des trucs qu'ils ont vus là-bas, spécifiques, à une salle, à une équipe de bénévoles, et je pense que c'est pareil pour nous. En fin de festival, tu as forcément des comptes à rendre. Alors, je suppose que tu as, tous les ans, tu as
forcément l'Assemblée générale des bénévoles, etc. Mais au niveau des institutions, par rapport à tes comptes de résultats, est-ce que tu as des choses vraiment très spécifiques? Oui. Je sais pas, je veux dire, peut-être à la préfecture ou justement Non, ou à la alors, SACEM à la préf, non, Non. à la SACEM évidemment. Bien sûr. Ouais. Donc, Ouais. pour qu'ils puissent nous envoyer la facture qui correspond après au droit qu'ils vont nous distribuer. Ouais. Donc, le problème, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tant que le bilan financier du festival est pas fait, on peut pas leur envoyer le truc complet. D'accord. Bon. La région, aujourd'hui, la région et le département nous versent 60 ou 70% en amont du festival et le reste après sur présentation du bilan financier. D'accord. Donc on a intérêt à le faire vite Ah oui. si on veut avoir le reliquat. Oui, oui. Je parle pas du FEADER. Ou alors là, c'est donc les contrats, les factures, les machins, bon, sachant que le paiement arrive à N plus 6 mois, voire un an. Mais donc là, de toute façon, on est obligé. Alors ce qu'on fait, nous, si tu veux, dans notre calendrier, fin septembre, il y a on fait une petite réunion, alors c'est surtout l'occasion d'un apéro et d'un casse-croûte avec les bénévoles, pour faire le point justement sur le bilan du festoche, financier mais pas que, mais financier. Voilà. Sachant que tous les éléments, on n'a pas les éléments définitifs. On a un tableau qui est quand même voilà, très précis, mais pas bouclé définitivement. Il est bouclé, si tu veux, quand on a reçu toutes les factures. Ouais. Et des fois, il y a certaines factures qu'on va recevoir que en novembre ou en décembre. Donc on ne peut pas boucler de façon voilà, au centime près avant la fin de l'année. Et donc ce qu'on fait, c'est que nous, on fait notre assemblée générale, et bien, on l'a faite là il y a 15 jours. On l'a fait en principe entre mi-février et mi-mars, voilà, selon les calendriers. Donc là, on a un bilan financier qui est complètement qui est bouclé. De toute façon, les demandes de subventions qui viennent au moment de l'AG, qu'on anticipe même, et pour certaines qu'on envoie dès décembre ou janvier, donc avant même d'avoir fait l'AG, il faut le bilan financier. De toute façon, de l'année N-1, et un budget prévisionnel, donc rajouter au bilan financier un budget prévisionnel. Ouais, donc en fait, on y est, vite, c'est un roulement, si tu veux, quand je dis 365 jours par an, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on est en train de bosser sur l'hébergement des musiciens, des techniciens pour le mois d'août. Il y a déjà 4 contrats sur 10 qui sont signés. Ce matin, j'ai reçu un truc pour remplir une fiche de renseignement pour faire le 5e contrat pour une des formations. Lundi, j'étais auprès de 2 sponsors pour aller leur revendre le truc, même si je sais que c'est acquis. Il n'empêche que, comme je te disais tout à l'heure, c'est important de revenir les voir et de passer une demi-heure, une heure avec eux et de reparler, même si on parle souvent de toute autre chose, mais il n'empêche que la démarche a été faite. Oui, donc si tu veux, le bouclage financier, il est guère avant le mois de novembre, quoi. Fin novembre, tu vois, donc c'est 3-4 mois après le festival. Encore une fois, un bilan financier au centime près. Fin septembre, on sait, voilà. On sait même le lendemain du festival, si tu veux, si on va dégager de l'excédent ou pas. D'accord. Mais, et on le sait même avant, parce que sauf voilà, tempête ou autre, si on a le monde qu'on a habituellement, parce que notre modèle il est bâti sans qu'on prenne de risques, on sait grosso modo ce qu'on va générer en principe d'une année sur l'autre. Voilà. Et puis honnêtement, les 6 ou 7 dernières années nous ont jamais donné tort. Alors ceci étant, on n'a jamais pris la pluie, mais il fait toujours beau la 3e semaine d'août en Limousin. Là, on est en plein dedans au niveau de l'actualité. Quand tu es sur une année de l'élection municipale, ça change la donne? Ah ben oui, alors pour nous, pour le coup, clairement. Parce que comme je te le disais, on est sur 4 lieux différents. Donc le Buis, on n'imagine pas que ça puisse ne pas avoir lieu au Buis. Alors il se trouve que le jeu politique fait qu'il n'y a qu'une liste, il n'y aura qu'une liste en présence et que cette liste sera forcément élue. Que c'est la même chose pour un 2e village dans lequel on doit revenir.
puisqu'on essaie de faire un roulement Oui. de 2 ans, mais que ça y est, on commence à faire des exceptions. Mais bon, là, on va y revenir. Et que les 2 autres lieux, mais on est quand même obligé d'attendre les élections municipales du 15 et 22 mars, parce que bien que les forces en présence nous disent chacune de leur côté qu'elles veulent le festival, Oui. il n'empêche que, voilà, si les équipes municipales changent, on ne sait jamais trop ce qui va pouvoir se passer. Voilà, après, on est, à partir du moment où on va dévoiler l'affiche et les visuels, etc., et les lieux et les tarifs, fin mars, fin mars, début avril, on est sur des, sur des délais tout à fait habituels dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aura fait les autres années. Mais c'est vrai que là, conjoncturellement, on peut pas annoncer un lieu sans être certain à 100% que ça aura lieu là. Voilà. Mais la prog est faite, mais on a une idée assez précise de la façon dont ça devrait se dérouler. Et là où ça pourrait se dérouler, est-ce qu'il y aura un nouveau lieu? Peut-être. Voilà, ça fait encore partie des incertitudes. D'accord. On va arriver à la dernière question. Je crois qu'on a bien fait le tour sur un petit peu comment on peut se lancer dans un festival, etc. Alors peut-être avec les pistes que tu as données, mais qui sont sur un type de festival un petit peu atypique, comme tu disais, mais en scène extérieure. Je suppose que sur une scène intérieure, forcément, ça sera un petit peu différent. Ouais. Mais je pense que chacun ira justement peut-être piocher un petit peu les différentes pistes qui ont été évoquées. Maintenant, moi, j'ai une question toute simple en conclusion. Se lancer sur la création d'un festival aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour ça? Si, mais c'est bien ce qui fait l'intérêt du truc. Ouais. Fou dans le bon sens du terme, voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, tous les allumés, je sais plus, il y avait une longue diatribe là de Steve Jobs, le patron d'Apple, qui disait que tous ceux qui ont fait avancer l'humanité, on les a tous pris à un moment pour des illuminés, et puis on les a traités après de génies. Alors, loin de moi l'idée de prétendre en être un, mais il faut, je sais pas, il faut vraiment une volonté, si tu veux, faut pas chercher à en tirer une quelconque un quelconque truc personnel, déjà. Voilà. Pour moi, on peut faire aussi de la politique au sens premier du terme, au niveau local, etc., sans chercher à faire une carrière politicienne. Oui. Bon, et puis, je suis au conseil municipal depuis 2001, si tu veux, et bon, je pense en être un des exemples, et il y en a 10 000 autres, si c'est pas plus. Faut avoir envie de rassembler et pas de diviser. Faut prendre ailleurs ce qui fonctionne et ce qu'on pense être transposable chez nous. Mais le nœud du truc, c'est de partir, si tu veux, d'un tissu associatif et d'un noyau de personnes en local. Voilà, ça c'est la clé. Écoute, moi j'ai la chance d'être entouré par des potes et des copines, des très proches, d'avoir une famille qui m'a toujours suivi, d'être bien dans mon boulot, dans ce que je fais. Et puis voilà, mais encore une fois, moi je me sens pas une âme de dire mais faut faire comme ça ou faut faire comme ça. Ça c'est vraiment, ça s'est construit et c'est encore en train de se construire. C'est-à-dire que demain, l'idée, alors écoute, je vais te faire une révélation, mais l'idée qu'on a avec quelques-uns, c'est de dire aujourd'hui, le Blues Festival, c'est vachement bien, parce que ça roule. Nous, on se fait plaisir. Donc, tant qu'on continuera à se faire plaisir, et que ce ne sera pas des contraintes et qu'on pourra le faire, parce que la santé le permettra, etc., on continuera à se faire plaisir. Alors, si effectivement on peut faire partager ce plaisir-là, c'est encore mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Ça nous permet de faire des rencontres extraordinaires avec des gens extraordinaires, des musiciens, mais pas que. Et moi, je me dis, là, aujourd'hui, tu vois, 15 ans après, on a un terreau qui peut-être va nous permettre, alors à l'inverse de ce qu'a fait le temps des crises,
d'essayer de créer quelque chose là au Buis. D'accord. Voilà. Et d'avoir un lieu qui sera peut-être pas que lieu musical, mais où on va refoutre du lien. Voilà, il n'y a plus d'école depuis 35 ans. On n'a plus de commerce. On n'a plus de commerce au Buis. Alors on va à l'Andia, hein, c'est pas bien loin. Il n'y a plus de café. On a besoin de lieux où les gens vont se rassembler. Et aujourd'hui, tout ce qui est devenu le festoche et tout ce qu'on a généré d'échanges, de socialisation, etc., on se dit, mais ça y est là. C'est peut-être mûr pour qu'on fasse un pas supplémentaire et qu'on crée quelque chose. Alors ça y est, on est allé se balader avec ma moitié, on a visité quelques lieux un peu atypiques. Alors ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des restos, ça peut être des bars associatifs, des auberges culturelles. Voilà, on a quelques idées en tête. Donc il y a des élections municipales là, dans 10 jours. Donc on verra ce que ça donnera. Et l'équipe avec laquelle on repart là, on est assez d'accord pour dire, voilà, on a peut-être, en se servant, mais dans le bon sens du terme, pas s'en servir comme un tremplin perso, encore une fois, ce que je te disais. Je suis à 10 milieux de ça, mais se servir de la légitimité qu'on a acquise aujourd'hui pour monter un projet, mais pas juste ponctuel sur 4 jours. Voilà. Un projet à l'année où les gens du cru vont pouvoir en bénéficier à l'année. Voilà. Et tant mieux s'il y en a d'autres autour. Et tant mieux s'il y en a d'autres autour qui profitent de ça. Mais il y a quelques beaux exemples autour de chez nous, et en particulier en Creuse. Et les gens, le tissu associatif en Creuse a bien compris que s'ils ne voulaient pas crever et continuer à rester vivre là, à y élever leurs gamins, à y voir des écoles ouvertes, etc., il fallait qu'ils... Voilà. Il faut amener de l'animation et de la culture. Et nous, on est là, voilà. Alors, aux prémices, pas zéro encore, mais on reste aux prémices d'un projet voilà, qui verra peut-être le jour dans les années à venir, on verra. Et si le festival a permis ça, eh bien, que du bonheur. Ok, ça marche. Donc, voilà, j'espère que ça va donner des idées à quelques personnes pour se lancer dans l'aventure. Et puis, tenez-nous au courant peut-être s'il y a des projets comme ça qui voient le jour. Allez, salut les amis. Merci.